Bonjour, donc du coup on va vous parler, je vais vous parler du projet Minimo sur lequel on a contribué un peu, donc qui se base sur l'étude d'un aspect environnemental très spécifique qui est l'eau, mais qui concerne plusieurs industries agroalimentaires pour les mêmes raisons. Donc c'est venu à la base de problématiques qui sont communes à plusieurs industries. Voilà, quand on est dans un contexte changement climatique, par exemple, avec une ressource en eau qui se fait de plus en plus rare, des problématiques d'économie qui sont de plus en plus importantes, des gestions de quantité de flux produits à gérer et tout ce qui est état de l'art, donc de potentielles solutions de réutilisation spécifiques à chacun des secteurs pour pouvoir remédier à ça. Donc Minimo, c'est un projet qui fait suite à un projet auquel avait déjà contribué Actalia de 2015 à 2018, qui s'appelait Aquarelle, qui lui justement faisait plutôt l'état de l'art de la réutilisation de l'eau issue du lait. On définira peut-être un peu plus ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc ça faisait, voilà, quelles sont les technologies qui permettent de traiter cette eau, de la rendre accessible à d'autres process éventuellement, et puis voir ce qui se passe dans d'autres pays où la réglementation n'est pas forcément la même qu'en France. Et donc Minimo, ça fait un peu suite à ça dans la mesure où là, on va plutôt proposer des outils qui vont aider à reconcevoir son réseau pour minimiser ses consommations d'eau. Donc à l'origine de ce projet, il y a deux réseaux mixtes technologiques. Le RMT Ecoval qui traite plutôt de l'éco-conception et de l'évaluation environnementale, et le RMT EcoFluid qui lui porte sur l'efficience en eau et énergie dans les industries. Donc c'est des réseaux coordonnés par l'Actia et qui intègrent des centres techniques agroalimentaires, des laboratoires de recherche, des établissements d'enseignement. Donc le but, c'est de croiser un peu toutes ces compétences et tous ces secteurs pour favoriser l'émergence de projets plus pertinents possibles. Donc ça, c'est un peu le consortium du projet Minimo, partagé entre instituts de recherche, entreprises et centres techniques. Il y a eu des entreprises agroalimentaires impliquées dans le projet aussi, appartenant au même secteur que les centres techniques partenaires, pour apporter leur expertise de terrain et fournir des cas d'études. Mais dans le projet, on n'a pas pu avoir de cas réels d'implémentation vraiment aboutie de la méthode qu'on va présenter. La durée du projet n'ayant pas permis d'implanter ça. Mais d'autant plus avec tous les verrous qu'on a identifiés au cours du projet. Là, c'est surtout un projet qui permet de fournir des outils, identifier des verrous, enlever certains. Et rendez-vous dans quelques années pour voir ce qui a pu être fait. Et à ce sujet, on encourage des entreprises, ou si vous connaissez, vous personnellement, des gens qui seraient intéressés par accueillir un démonstrateur pour tester la méthode jusqu'au bout, ça serait très utile pour la valorisation du projet. Donc la réutilisation d'eau, on va prendre en compte trois composantes principales. Donc, bien sûr, la réglementation. Bon, là, ce n'est pas trop l'aspect sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. On va plutôt regarder tout ce qui est conception du réseau et la pertinence environnementale de ces choix. Donc ensuite, il y a le volet technique. C'est ça, donc la reconception du réseau qui va se baser sur la méthode du pincement eau qu'on va présenter. Et donc, pour mener à bien cette méthode, il va falloir collecter un certain nombre de données sur site. Cette collecte de données qui peut être assez fastidieuse. Ça va être un des points de vigilance, un des verrous peut-être de cette méthode, c'est qu'il y a des données qui sont vraiment assez compliquées à obtenir finalement. Et donc une fois qu'on a reconstruit son réseau, peut-être créer des scénarios de réutilisation, on va essayer de voir d'un point de vue environnemental si c'est vraiment pertinent en fait à la fin. Puisqu'il y a une reconception du réseau, il y a des équipements à créer, il y a peut-être des nouvelles consommations électriques par des équipements de traitement, de filtration, etc. Il va y avoir aussi des volumes d'effluents plus ou moins concentrés, donc il faut quand même faire une vérification à la fin pour s'assurer que c'est vraiment pertinent. Donc ça, c'est un peu la démarche proposée par le projet. Donc en gros, à partir d'un certain nombre de données d'entrée, mettre en relation les résultats de la méthode du pincement, qu'on va voir après,
et de l'ACV, l'analyse de cycle de vie de l'empreinte eau, afin de générer des recommandations de conception des réseaux d'eau au sein des industries. Et bien sûr, à la fin, pertinence économique à vérifier avant de valider le scénario, mais ce n'est pas l'objet de la méthode de la boîte à outils proposée par le projet. Donc nous, aujourd'hui, là, on va plutôt présenter ces étapes-là. Donc, comment on part de la collecte de données et quelles données on collecte. Comment on utilise un outil proposé par le projet qui s'appelle WaterOptim, qui est une espèce d'application simplifiée pour optimiser et reconcevoir son réseau en utilisant la méthode du pincement eau. Tester éventuellement des scénarios avec des unités de régénération, donc ça c'est facultatif. Et avec le calculateur PIC, vérifier la pertinence environnementale des scénarios envisagés. Donc la méthode du pincement eau, en fait, c'est pour ceux qui sont déjà familiers, c'est l'équivalent de la méthode pinch énergie, le pincement énergie, qui est largement déjà utilisé dans le secteur industriel pour optimiser les flux énergétiques. Et le pincement eau, voilà, pinch, c'est l'anglais de pincement, pinch eau, vise à globalement déterminer une quantité d'eau théorique minimale nécessaire à quand même assurer le fonctionnement de toutes les unités, toutes les opérations unitaires et les débits qui vont avec. Donc c'est une récupération interne optimale de l'eau. Donc c'est une méthode qui a un intérêt assez limité sur un nombre trop réduit d'opérations, puisque tout l'intérêt de la méthode réside dans la minimisation des consommation d'eau des process ayant lieu sur tout le site, donc, et dans la caractérisation d'une éventuelle reconception du réseau. Donc, en excluant un trop grand nombre d'opérations en fait, de l'analyse, on risque de passer à côté de l'identification de boucles de réutilisation de l'eau intéressantes auxquelles on ne peut pas forcément penser intuitivement. C'est bien d'avoir des outils automatiques. Et aussi, plus on inclut d'opérations, plus on a de chances d'avoir des plages de fonctionnement communes entre les process qui pourront potentiellement permettre des boucles de réutilisation entre eux sans avoir besoin d'investir dans des cuves de stockage intermédiaires. Donc, la collecte de données, on a besoin de 3 types de données en fait sur les opérations unitaires qu'on retient pour l'analyse. Donc, faire l'inventaire de ces opérations unitaires-là, qui vont consommer et ou utiliser de l'eau, et ou rejeter de l'eau. Et du coup, il y a 3 types d'opérations. On a ce qu'on appelle des puits qui vont seulement consommer de l'eau, des sources qui vont seulement générer, et puis ce qu'on appelle plutôt des usages, des postes qui vont faire les deux. Et pour chacun de ces flux, il va falloir caractériser le débit, le flux de pollution, donc selon l'indicateur qui est le plus pertinent dans l'industrie concernée. Là, sur l'exemple qu'on va voir plus tard, on va rester sur l'ADCO. Et puis des seuils limites de pollution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas à négliger. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est assez vague de déterminer les seuils limites de pollution, mais si on en reste au niveau de pollution d'usage nominal, on va dire, on limite vraiment l'intérêt de l'analyse, puisque le but, c'est d'essayer de pousser au maximum les possibilités d'acceptabilité des niveaux de pollution en entrée des process pour pouvoir réutiliser un maximum d'eau. Donc, par exemple, ici, on peut se baser sur un schéma organisationnel qu'on a fait. Donc, dans le projet, on s'est proposé de tester la boîte à outils sur un cas laitier fictif, en fait, mais avec des données représentatives. Et puis, par la suite, on va encore le simplifier pour essayer de rendre tout ça plus clair. Donc là, c'est juste un schéma organisationnel qui n'est pas un diagramme de flux d'eau encore, c'est plus un cheminement chronologique de la matière, on va dire, donc d'un site représentatif de l'industrie laitière. Donc en haut, on a plutôt un atelier réception, préparation du lait, puis on va avoir ce lait qui part dans on va dire un module fromagerie et un module beurrerie en parallèle, et on a des coproduits, le lactosérum et le babeur qui vont se retrouver chacun dans des ateliers de traitement où on va filtrer ces
va filtrer ces coproduits-là pour essayer de récupérer de l'eau. Et tout ça va partir dans un atelier évaporation-séchage pour faire de la poudre. Et donc là, dans ce type d'unité de site, on a des opérations facilement identifiables déjà qui peuvent constituer des sources d'eau de relativement bonne qualité. C'est ce qu'on appelle les eaux issues du lait. C'est ce qui est entouré en vert là. Donc c'est l'eau issue de la filtration du lactosérum et du vapeur par opération d'ultrafiltration plus osmose inverse, ainsi que les condensats d'évapoconcentration. Donc tout ça peut finalement constituer des volumes très importants d'eau dans les industries laitières, qui sont de plutôt bonne qualité. Donc pour par exemple subvenir aux besoins, on pourrait imaginer des opérations de nettoyage en place présentes. Donc par la suite, là, pour illustrer la démarche plus simplement, on va réduire le périmètre de l'analyse à ces quelques postes qu'on a identifiés, même si, on le répète, il vaut mieux, pour une étude complète, il vaut mieux dans l'idéal ne pas trop réduire ce périmètre. Donc là, on va vraiment réaliser le diagramme des flux d'eau, donc des opérations retenues. Ultrafiltration plus osmose inverse, qu'on va considérer comme une seule même opération, et l'évaporation, qui eux seront considérés comme des sources pures d'eau, actuellement envoyées directement, dont les rejets vont directement aux égouts actuellement. Les NEP, les nettoyages en place de l'atelier réception-préparation du lait, qu'on a précédemment identifié comme exutoire intéressant. Et on rajoute les tours aéro-réfrigérantes aussi des différents ateliers qu'on pourra considérer comme des puits purs, puisque l'eau utilisée dedans est perdue dans le milieu par évaporation. Et donc, comme on l'a dit précédemment, pour réaliser l'analyse pinch, on va avoir besoin pour chacune de ces opérations de lister le débit d'eau en entrée et en sortie, et où en sortie, ainsi que la qualité de l'eau associée à chacun de ces débits d'entrée et de sortie. Ici, on va rester sur l'indicateur de pollution DCO. Bon, ça, j'ai plus ou moins déjà abordé. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est pour dire que les seuils de pollution, c'est quelque chose, c'est une étude qui est un peu approfondie, qui va peut-être nécessiter pas mal de compétences. Ce n'est pas des choses qu'on va obtenir immédiatement, mais c'est quelque chose qui, si on ne fait pas l'effort de le faire, va vraiment limiter la pertinence de l'analyse et son intérêt, quoi. Et puis après, on va avoir tout un tas de données complémentaires. Bon, là, on ne va pas le modéliser ici, mais c'est quelque chose qui, dans l'appli, est possible de réaliser aussi. C'est de faire tout un tas de séparations par localisation dans l'usine, par type de produit, par ligne. Aussi définir des priorités, donc un flux issu de tel process qui va plutôt vouloir utiliser en priorité sur un autre avant qu'il soit utilisé pour autre chose. Pareil, des quantités, des pourcentages de flux à traiter, si on ne souhaite pas que tout soit traité. Définir des taux d'abattement de pollution arbitraire, etc. Donc là, on va rester sur cette situation ici. On va appliquer l'outil de reconception du réseau sur ce plan tel quel, auquel on n'applique aucune contrainte particulière. Donc, on a calculé par des exemples là, de tous les débits plus les taux de pollution associés à chacun des flux. Et on a un bilan de référence qui correspond à cette situation non optimisée encore, qui est, on a un total de volume journalier de 1737 m3 et d'eau usée 2319. Donc, je vais juste vous montrer à quoi peut ressembler l'interface du logiciel d'optimisation. On ne va pas avoir le temps de tout rentrer à la main. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour donner une idée grossière, une première approximation des économies d'eau qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment une matrice très simple qui contient les données que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, voilà, ça c'est plutôt général, le nom du projet, description. Là, on va choisir un polluant, ça sera la DCO, la conductivité, la matière en suspension, des choses comme ça. On va définir un certain nombre d'ateliers. Donc ça, c'est plus visuel après pour regrouper les postes entre eux. Donc après, on a 3 onglets postes puis sources. Et pour chacun, on va lister, on va lui donner un nom, le polluant associé, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais on va en garder qu'un seul.
les débits et l'atelier auquel ils appartiennent. Et pareil pour les puits et les sources. Et ensuite, on va directement lancer le calcul du logiciel. Hop là. Et du coup, on va obtenir. Donc ça, c'est en gros les données qu'on remplit. Hein, ça ressemble à cette matrice-là. Et on va obtenir quelque chose comme ça. Donc après détermination de la quantité minimale d'eau nécessaire, le logiciel reconçoit le réseau en conséquence. Et là, si on calcule à partir des débits qu'on voit en entrée et en sortie, on se retrouve avec des nouveaux volumes journaliers. Déjà, par exemple, on peut voir que les eaux issues d'ultrafiltration et d'évapoconcentration vont bien sûr être pertinentes à utiliser sur les NEP. Donc finalement, on va avoir besoin de moins d'eau, et du coup, les volumes journaliers nouvellement créés vont diminuer de 21%, 22% pour la consommation d'eau et 38% pour les eaux usées. Pareil, on pourrait imaginer un scénario de traitement, par exemple. Donc là, sur le schéma précédent, en fait, on voit qu'il n'y a pas de réutilisation de l'eau qui part au rinçage, puisqu'on a défini des seuils de qualité de l'eau en entrée du rinçage qui ne correspondent pas à ce qui est fourni par l'ultrafiltration et les évaporateurs. Donc, on va se demander qu'est-ce qui se passe si on traite l'eau issue des NEP de prélavage. Est-ce qu'en en utilisant une unité de traitement, on abaisse 90% de sa pollution? Est-ce qu'on n'a pas encore des boucles intéressantes qui se créent? Donc on se propose de tester un scénario où on abat la pollution de la totalité de l'eau issue de cette opération, et on teste de nouveau la méthode pinch sur ce circuit. Donc ça, c'est la nouvelle modélisation d'un WaterOptim, et on se retrouve avec des volumes journaliers totaux qui ont encore baissé. Donc ça, c'est des réductions par rapport à la situation précédente, déjà optimisée. Donc on a encore des réductions à ce niveau-là. Donc si on fait le bilan, au total, en utilisant la reconception du réseau avec unité de traitement, on se retrouve avec 32% en moins de consommation d'eau et près de 41% d'effluents en moins, du coup. Après, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, il y a quelques fonctionnalités existantes dans WaterOptim qui permettent une analyse un peu plus réaliste, quoi. Donc les temporalités, puisque là, forcément, on a fait comme si tout fonctionnait en parallèle en permanence. Mais il y a des plages de fonctionnement des équipements qui ne sont pas compatibles entre elles, forcément. Donc il va y avoir besoin de stockage intermédiaire. Aussi, on ne va pas avoir les mêmes résultats en fonction de tous les contaminants qu'on prend en compte. Donc pareil, si on a plusieurs contaminants, plusieurs polluants différents dans son eau, on va peut-être faire des bêtises si on se fie à l'analyse que sur un, puisque ce n'est pas forcément pertinent pour tous les polluants à la fois. On va peut-être aller au-delà de certains seuils d'entrée, vu qu'on ne prend pas ça en compte. Voilà, on va pouvoir aussi définir des priorités d'usage, des contraintes de quantité max de flux traité, des interdictions de certaines relations, par exemple pour modéliser la réglementation en cours, etc. Et si tout ça, ça ne suffit pas à illustrer la complexité du site en question, il faut utiliser les outils ProSim. Donc c'est un autre partenaire du projet qui a créé des outils un peu comme celui-là, mais en beaucoup plus abouti et beaucoup plus complexe à utiliser. Donc ça, c'est vraiment quand déjà on a fait on va dire une petite analyse préalable où on se rend compte que c'est peut-être pertinent. On va aller plus loin avec ça. Donc ça, c'est juste pour récapituler la méthode qu'on est en train de présenter. Donc là, on en est au niveau du pincement eau qu'on a réalisé. Et maintenant, on va chercher à évaluer la pertinence environnementale des scénarios qui ont été créés. Donc, on va parler d'empreinte eau. L'empreinte eau, donc c'est des indicateurs qui illustrent les impacts environnementaux qui sont relatifs à eau. Donc voilà, ça compile plusieurs choses, les consommations, les pollutions d'un système étudié, les impacts environnementaux associés. Ça prend en compte la quantité d'eau, la qualité de l'eau et les conditions locales et temporelles, puisque on va considérer qu'on n'a pas la même gravité des consommations d'eau en fonction qu'on est par exemple en zone aride ou continentale, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez complexes à comprendre. Donc, en fait, dans la boîte à outils du projet, il y a aussi tout un memento pour présenter cette notion normalisée qui est fournie.
donc qui est disponible sur le site du projet Minimo. Un memento rédigé par la chère Elsa Pack pour expliquer ce qu'est l'emprunto. Et donc voilà, donc là, dans le cadre du projet, on a l'INRAE qui a développé un outil, un calculateur Excel simplifié pour calculer cet emprunto, précisément dans le cadre du projet. Donc c'est vraiment pour faire appel juste à quelques données pour avoir une idée assez précise de son emprunto sans avoir besoin d'être un expert ACV ou un expert en emprunto. Et pareil, cet outil, qui est un calculateur Excel, est directement téléchargeable sur minimo.fr. Voilà, ainsi que le guide pour l'utiliser. Donc je vais peut-être l'ouvrir du coup. Juste pareil pour vous présenter la structure, mais sans forcément qu'on ait le temps de remplir directement les données dedans. Hop là. Donc en gros, il y a trois groupes d'onglets. Un onglet de saisie des données qui va être l'interface scénario. Un groupe d'onglets qui va plutôt concerner les résultats qu'on obtient. Et un autre qui va plutôt être relatif aux bases de données. Donc tout ce qui est à la fin, c'est plutôt les bases de données utilisées. On va pouvoir faire appel à des mix, des équipements déjà rentrés dans le logiciel, mais aussi, si vous avez des données plus spécifiques par rapport à vos équipements ou quoi, il va y avoir possibilité donc de personnaliser tout un tas de données. Par exemple, voilà, là on est dans le niveau -1 des unités de traitement. Donc si vous avez un traitement, votre traitement UV ou ultrafiltration, vous allez pouvoir rentrer spécifiquement ces caractéristiques, les taux de récupération, les consommations d'électricité par volume d'eau traitée, etc. Et donc l'onglet interface scénario, où là on va rentrer, on va comparer donc la situation initiale au scénario de réutilisation. Donc on va avoir tout un panel en haut qui concerne plutôt les paramètres globaux. Donc choisir où est-ce qu'est situé le site, à quel type d'eau on fait appel. Donc là, on va avoir la possibilité de sélectionner plusieurs mix d'eau qui sont aussi personnalisables si vraiment on a envie de pousser l'analyse. Voilà. Avec quelle est la step en sortie de l'usine qui traite les effluents. Donc il y a plusieurs choses déjà rentrées. Mais pareil, on va pouvoir personnaliser si on a vraiment envie de faire quelque chose de poussé. Et puis là c'est juste vraiment les résultats qui sont sortis du pinch, hein, donc les consommations et les effluents sortis. Là, pareil, on va renseigner toutes les boucles qu'on a pu identifier dans les diagrammes pinch et on va directement lancer les résultats. Donc là, il n'y aura rien puisqu'on aurait rempli, mais je vais... Hop, ça. Donc voilà, bon, ça c'est juste pour récapituler les données qui sont issues de l'exemple précédent qu'on a rentré. Bon, ça va passer. Et donc là, c'est simplement pour vous montrer le type de résultat qu'on peut avoir. Donc voilà, on va comparer le scénario de référence au scénario de réutilisation. Donc il y a trois types de résultats, on va dire. Le premier, c'est les résultats qui sont proposés à travers les deux méthodes d'emprunto les plus utilisées à ce jour, AWARE et WSI. Donc les impacts environnementaux liés à la consommation d'eau apparaissent en bleu clair, tandis que tout ce qui est impact indirect, consommation d'eau en arrière-plan, donc acheminement de cette eau, tous les équipements qui vont permettre d'avoir cette eau disponible sur site, les intrants chimiques, etc., sont visibles dans les autres catégories de l'empreinte. Donc là, on est plutôt sur du monocritère, mais ça ne permet pas de déterminer si la réutilisation est bénéfique pour l'environnement dans son ensemble. On a par exemple des types de résultats en utilisant la méthode RECIPE, qui permet de comparer la performance environnementale du scénario de réutilisation par rapport à la référence sur trois indicateurs, la santé humaine, les écosystèmes et les ressources, et la contribution des étapes principales de chaque scénario indiquées avec différentes couleurs. Voilà. Et dans cet exemple, le scénario de réut, on voit qu'il est moins impactant que le scénario de référence pour les trois indicateurs proposés. Donc dans les conditions particulières de ce cas, on peut conclure que la réutilisation est bénéfique pour l'environnement. On voit qu'il y a toute une partie de l'impact dû à la gestion des effluents qui est tronquée,
Et donc, même si on a plus d'impact en orange, qui est dû à la reconception du réseau, l'achat de nouveaux équipements, éventuellement des cuves de stockage et les unités de traitement, les consommations électriques, etc., dues aux unités de traitement, ça permet quand même d'obtenir un scénario intéressant, plus intéressant d'un point de vue environnemental. Et si vraiment on veut pousser l'analyse sur vraiment beaucoup de critères, faire quelque chose de très très précis, donc on a la méthode IF. Là, on a 28 indicateurs qui sont... c'est plus exact d'un point de vue scientifique, mais c'est un peu moins interprétable. Mais ça permet notamment de dissocier les impacts qui sont liés qui séparent l'énergie et l'eau. En fait, on va vraiment avoir les bénéfices environnementaux liés aux économies d'eau qui sont isolés et visibles sur l'impact water use qu'on peut voir quelque part au milieu là, avec les bandes bleu clair. Donc là, le cas illustratif qu'on a pris on l'a pris en zone continentale, donc le bilan hydrique entre les deux scénarios est très proche finalement, mais ça ne permet pas une économie d'eau significative, mais on pourra avoir des résultats complètement différents en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Voilà, je l'ai un peu introduit tout à l'heure. Du coup, dans la boîte à outils du projet, il y a aussi des outils beaucoup plus poussés, beaucoup plus experts, on va dire. Donc, c'est les outils ProSim, où là, on va avoir des possibilités de modélisation de son site beaucoup plus carrées, beaucoup plus exhaustives, avec aussi des possibilités d'avoir des automatisations, des exports Excel qui vont pouvoir être utilisés pour le pic directement, etc. Et là, on aura tout un tas d'informations que certaines personnes qui ont l'habitude de manipuler le pinch energy ont l'habitude d'interpréter ce genre de courbes composées aussi. On ne va pas passer dessus, mais il y a tout un tas de graphiques qui est généré comme ça. Et il y a aussi la reconception du réseau. Donc ça, c'est un peu la même chose que l'outil qu'on a présenté tout à l'heure. Hein. C'est juste une représentation graphique différente. Mais l'outil fait ça aussi. Et donc, il y a tout un tas de parallèles automatiques directement possibles entre les outils ProSim et les calculateurs PIC, Excel, etc. Donc l'ensemble du contenu de la boîte à outils, les logiciels, les guides, les manuels, il y a aussi des choses pour guider un peu l'utilisateur dans sa collecte de données, etc. Des cas d'études, tout ça est présent sur le site Minimo, donc c'est un site assez fourni. Et donc voilà, pour approfondir, ça se passe là-bas.